Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le grand JT de l'éducation. Au sommaire, un chiffre choc. 20 000, c'est le nombre de mineurs qui se prostituent aujourd'hui en France, un phénomène qui a explosé depuis le confinement et qui s'intensifie sur les réseaux sociaux sans qu'on puisse vraiment l'enrayer. On va en parler dans notre question du jour. Lumière également sur un événement pensé pour accueillir et accompagner les enseignants débutants. Ça s'appelle Prof en scène et c'est organisé par le réseau Canopé le 2 juillet prochain à Paris. Vous en découvrirez le programme dans un instant. Et puis dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous révélera qui se cache derrière une phrase qu'on a tous forcément lu ou entendu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, qui est même reprise par des hommes et des femmes politiques. C'est Nicolas qui paie. Qui est donc Nicolas et qu'est-ce qu'il paye exactement? Restez bien avec nous. Tout de suite, on retrouve Shirley Adélaïde pour le journal. Bonsoir Shirley. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. C'était aujourd'hui, figurez-vous, le début des épreuves du brevet des collèges. Ils étaient 866 000 à plancher sur leur copie. Et oui, 4 ou 5 épreuves écrites réparties entre aujourd'hui et demain. Français, mathématiques, histoire, géo, sciences ou langue étrangère pour les candidats libres. Des épreuves qui comptent pour 50% de la note finale du brevet. 50 autres pourcents sont attribués, eux, au contrôle continu. À noter l'apparition d'une nouvelle mention très bien avec félicitations du jury. Pour ça, il faudra avoir au moins 18 sur 20. Pour rappel, ce brevet des collèges, il a fallu être rendu obligatoire pour entrer au lycée, et ce, à horizon de 2027. C'était l'ambition de notre ancienne ministre de l'Éducation, Anne Genetet, qui l'avait annoncé en novembre dernier sous le gouvernement Barnier, bien décidé à mettre en œuvre cette fameuse réforme du choc des savoirs de Gabriel Attal. La mesure très critiquée par les syndicats a ensuite été abandonnée en janvier de cette année par notre actuelle ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui d'ailleurs a précisé ce matin qu'aucun élève ne serait pénalisé s'il était empêché de passer l'examen aujourd'hui en raison des violents orages survenus la nuit dernière. Elle n'a pas non plus manqué de formuler ses encouragements pour ses élèves de 3e. On l'écoute. Le brevet est une étape importante. C'est l'occasion de faire valoir vos efforts et de donner le meilleur de vous-même. Le contrôle continu vous a déjà permis de faire la moitié du chemin. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. Vous avez tout pour réussir. Vous avez les connaissances, les méthodes, la volonté. Vos professeurs vous ont bien préparé. Alors croyez en vous, ne lâchez rien. Vous êtes prête, vous êtes prêts, alors foncez. On poursuit avec cette tendance révélée par la Cour des comptes. L'instruction en famille est en net recul après avoir connu une forte hausse pendant la dernière décennie. Et oui, 72 400 enfants et adolescents concernés par l'école à la maison versus 30 600 en 2024-2025. Alors les premiers chiffres concernaient l'année 2021-2022, donc c'est moitié moins en 3 ans. En cause, selon les magistrats de la Cour des comptes, un manque cruel d'informations à donner aux citoyens. Dans leur rapport, ils ont évalué les effets de cette réforme qui a conduit à l'instauration d'une autorisation préalable par le rectorat pour scolariser ces enfants à domicile. Cela fait suite à la loi dite séparatisme du 24 août 2021. Avant, il suffisait seulement de déclarer qu'on faisait école à la maison. Maintenant, il faut donc une autorisation. Ce rapport nous apprend par ailleurs que l'instruction en famille est plus demandée dans le centre et le sud de la France, qu'elle reste dans l'ensemble assez marginale et souvent temporaire, puisque pour la majorité des enfants, elle dure seulement 1 an. Et une question, le congé paternité sera-t-il un jour égal au congé maternité? C'est en tout cas la préconisation d'un rapport parlementaire publié mardi. De 28 jours actuellement, le congé paternité serait porté à 16 semaines, soit 4 mois, comme les mères, avec notamment 8 semaines obligatoires. Une proposition de la députée LFI Sarah Legrain et de la députée Modem Delphine Lingemann, qui se sont inspirées des politiques volontaristes des pays scandinaves ou de l'Espagne. Objectif, associer davantage les papas à la paternité et réduire les inégalités femmes-hommes qui s'accentuent après la naissance de l'enfant. Et puis vous vouliez parler d'un documentaire qui s'appelle « Les enfants, grandir en France, les enfants ont la parole », réalisé par Aurélia Perrault, qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain. Et oui, ils ont entre 8 et 12 ans et ils s'expriment à cœur ouvert sur plein de sujets différents. L'idée de ce documentaire, la société a plein de choses à dire sur les enfants, mais eux, qu'ont-ils à répondre de tout cela? Regardez la bande-annonce.
Vous trouvez pas ça fait un peu beaucoup tout ce qu'on dit sur nous? On dit qu'on est des enfants rois, pourri gâtés, Énervant, égoïste, c'est pas forcément vrai, hein. le mieux placé pour raconter notre vie, c'est forcément nous. Let's go. Quand on me dit non, je fais oui. Et quand on me dit oui, je fais non. Et la femme, elle doit pas être travailleuse? Si, pour le ménage. Oh mon Dieu, il n'y a pas à dire ça. Grandir en France, les enfants ont la parole. Un documentaire pour toute la famille, déjà disponible sur France.tv et mardi soir à 21h10 sur France 2. La réalisatrice Aurélia Perrault a voulu représenter les enfants dans leur plus grande diversité et dans toute la France. C'est ce qu'elle expliquait ce matin sur France Inter. Je me suis dit, je vais partir en France, un peu partout, pour rencontrer des enfants dans tous les coins de France, dans plein d'écoles, et pour savoir quel était leur ressenti, comment est-ce qu'eux racontaient leur vie, comment est-ce qu'ils voyaient les choses, parce que ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux enfants. Ce sont des enfants qui n'ont rien à voir avec celle que j'étais, déjà, ma génération, moi qui ai grandi dans les années 80, et c'est des enfants qui ont beaucoup à nous apprendre et qui sont extrêmement à l'aise à l'oral, qui ont une grande lucidité sur le monde. Un quart des familles sont monoparentales, donc on voulait un enfant d'une famille monoparentale, des familles séparées, des familles recomposées, des familles plus classiques, tous les milieux, un peu dans tous les coins de France, la campagne, la ville, la banlieue. Il y a une vraie voix de l'enfant, selon la réalisatrice, une voix qui dit les mêmes angoisses, souvent d'ailleurs celles de leurs parents, une voix qui dit cette peur, cette même peur de grandir. Écoutez, le jeune Anselmo, il a 11 ans, il apparaît dans le documentaire et il était aussi ce matin sur France Inter. Quand t'es adulte, t'as beaucoup plus de responsabilités. Alors que quand t'es enfant, c'est tes parents qui s'occupent de toi, qui font en sorte que t'aies des bonnes fréquentations, que t'aies pas de problème. Ils feraient beaucoup de choses pour toi. Alors que t'es adulte, t'as moins de personnes pour te soutenir, t'as plus de choses à payer toi-même. Ah oui, beaucoup plus de choses à payer, ça c'est clair, hein, Loïc. Un des psys interrogés dans le documentaire explique que c'est une différence de notre époque, cette peur de grandir chez les enfants, car avant ils avaient hâte d'avoir plus de responsabilités. En parlant de psy, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, a vu ce documentaire et relève un autre point. Ils ont globalement une estime d'eux-mêmes très négative. Alors oui, ils parlent, ils savent très très bien parler, ils disent des choses géniales, ils regardent le monde. C'est vraiment quand on regarde votre film, on se dit vraiment que c'était une génération de l'oral. C'est-à-dire de l'oralité, des vidéos sur les réseaux, etc. Des images. Ils parlent mieux que nous à leur âge, sincèrement. Et ils savent plus de choses que nous à leur âge. Mais par contre, derrière ça, il y a souvent des inquiétudes, des questions. Qu'est-ce qui va se passer si je fais comme ça, si je fais comme ça? Et je vais décevoir mes parents. Et je vais décevoir, mes enseignants. Et les enfants qui vont de plus en plus voir le psy, c'est une réalité de notre siècle. Enfin, dans ce documentaire, on en apprend plus sur les enfants d'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Réponse de la réalisatrice. Ça concerne à peu près 1 enfant sur 3. C'est des enfants qui sont très sédentaires. Ça concerne 37% des enfants. Il y a eu tout un rapport qui a été fait cette année là-dessus. Et en fait, Martin, c'est un enfant, donc ses parents sont peu là parce qu'ils sont boulangers, donc il est souvent seul chez lui. Mais du coup, il est accompagné, il a le monde à portée de main ou à portée dans sa chambre parce qu'il est sur des jeux en réseau et qu'il parle avec des gens dans le monde entier. Et puis, il est surinformé, c'est-à-dire qu'il est surexposé aux informations et il a aussi très peur du monde extérieur. Ça lui crée des angoisses, des cauchemars, on raconte tout ça dans le documentaire. Et du coup, voilà, il reste enfermé chez lui. Et c'est aussi la première génération, ce que disent les spécialistes, où les enfants n'ont plus envie de sortir. Grandir en France, les enfants ont la parole. Un documentaire à voir mardi prochain, le 1er juillet, à partir de 21h sur France 2, ou dès maintenant, si vous êtes impatient, sur la plateforme France TV. Merci beaucoup, Shirley. On se retrouve tout à l'heure pour votre chronique. La prostitution des mineurs, encore et toujours tristement au cœur de l'actualité. C'est un phénomène qui s'est accentué depuis le confinement et qui surfe sur le manque de régulation et de contrôle sur les réseaux sociaux. On parle même aujourd'hui d'ubérisation des relations sexuelles. On en parle dans notre question du jour. Mes deux invités ce soir pour parler de la prostitution des mineurs. Delphine Jarreau, bonsoir. Bonsoir. Déléguée générale de l'Amicale du Nid, qui est une association née en 1946 et qui défend le droit des personnes en situation de prostitution et les accompagne vers l'insertion sociale. Entre autres, j'ai réduit un petit peu parce que vous faites beaucoup plus de choses que ça. Et à mes côtés également, Emma Sibi.
Bonjour, bonsoir. Militante féministe et juriste spécialisée en droit international et en droits humains. Delphine, pour commencer, on va essayer de dresser un petit panorama de la situation actuelle de la prostitution des mineurs, parce que beaucoup tirent la sonnette d'alarme, mais on a du mal à se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Alors, je vais être très claire, les données ne sont pas toutes extrêmement claires. Ouais. Donc les chiffres qui circulent, c'est 10 à 15 000 enfants exploités par le système prostitutionnel. Donc j'insiste sur la sémantique, c'est pas des enfants qui se prostituent, mais des enfants exploités par le système prostitutionnel, dont des acheteurs. C'est ça. Donc des pédocriminels. Donc pas de prostitution en général, sans acheteurs. Et en l'espèce sans pédocriminels. Voilà pour un panorama général, je peux aller plus loin. C'est-à-dire par rapport à d'autres pays, on se situe où ? Est-ce que la situation est vraiment plus grave chez nous qu'ailleurs ? Juste pour qu'on puisse comprendre en fait. Là, en l'espèce, je n'ai pas vraiment de données comparées avec d'autres pays d'Europe. Dans les pays où la prostitution est réglementée, il y a plus d'exploitation. Or, elle n'est jamais réglementée. Oui. Pour les mineurs. Donc, il n'y a pas tellement de chiffres qui circulent pour permettre une véritable comparaison. En tout cas, les données, si elles ne sont pas scientifiquement exactes, laissent à penser que le système, que l'exploitation sexuelle des enfants se développe. Moi, je me contenterais de dire que il y a plus de visibilité, notamment grâce aux médias, et je vous remercie du sujet traité aujourd'hui. Les médias et les politiques publiques s'en saisissent. Justement, Emma, il y a Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, qui a récemment affirmé travailler beaucoup autour de la prostitution des mineurs. Il parle de vrais sujets d'inquiétude. Et on se dit, est-ce que l'État, finalement, a assez conscience du problème et prend les choses assez fermement ? Je voulais juste ajouter que je suis également porte-parole du mouvement d'UNI qui accompagne les personnes en situation de prostitution. Alors évidemment, c'est un sujet d'inquiétude, la prostitution des mineurs, un sujet que nos associations s'efforcent de mettre sur la table, la prostitution de manière générale, avec un continuum des mineurs et des majeurs. C'est une priorité absolue. Il faut que l'État investisse des moyens. L'État en a déjà investi. Il y a un plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs que nous saluons. Aujourd'hui, on demande tout de même plus de moyens, surtout sur la pénalisation des personnes qui achètent les mineurs. Parce que s'il y a des victimes de la prostitution des mineurs, c'est parce qu'il y a des acheteurs et des clients pédocriminels qui en demandent. Ouais. Delphine, c'est un phénomène... peut-on penser, qui toucherait les grandes villes. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, ça touche aussi les régions, les campagnes, que ce n'est plus seulement un phénomène parisien ou en tout cas de grandes villes. En tout cas, il est observé comme tel aujourd'hui. Ouais. J'insiste toujours, je pense qu'il était invisible avant et visibilisé, j'insiste vraiment aujourd'hui. Et effectivement, comme le système prostitutionnel en général, que ce soit des victimes adultes ou mineures, il est effectivement partout, sur des îles françaises, toutes petites, en Bretagne par exemple, en milieu rural, périurbain, urbain. Donc c'est effectivement absolument pas l'apanage des grandes villes comme on peut s'imaginer, type Marseille, Paris, pas du tout. Ouais. C'est vraiment partout et aussi outre-mer. Là, nous sommes à Michael Duny sur un diagnostic territorial sur l'île de la Réunion et effectivement, c'est pareil outre-mer. On est vraiment là-dessus. Il faut quand même qu'on se dise bien, la question des violences et du système prostitutionnel en général, c'est l'histoire de l'humanité, de la domination masculine sur toute l'histoire de l'humanité et sur toute la surface du globe, y compris dans des pays où la sexualité est un peu coincée, on va dire. Ils ne sont pas épargnés non plus, puisque justement, on est toujours sur la question des acheteurs. Donc c'est vraiment... non pas un métier, comme certains disent, le plus vieux du monde, mais une des exploitations, voire l'exploitation la plus vieille du monde, par domination d'hommes qui auraient des pulsions sexuelles dites irrépressibles et qui exigent, qui demandent une réponse à ces pulsions. Et j'insiste, là on parle quand même de pédocriminels, donc il n'y a pas besoin de parler de bêta, mais je ne sais quel autre. Là on est sur du volume. Parce que quand on parle de 10-15 000 enfants exploités sexuellement, vous pouvez imaginer le nombre de clients. Tout à fait. Emma, le profil de ces mineurs, que peut-on en dire ?
Alors, c'est des mineurs qui ont des co-vulnérabilités. On constate avant tout donc, le fait d'être une fille. Il y a beaucoup de filles, c'est une majorité de filles, mais il y a aussi des garçons. Des mineurs qui viennent de foyers souvent dysfonctionnels, avec des familles qui sont brisées, des mineurs qui peuvent être co-victimes de violences conjugales, également des mineurs en situation de fugue, des mineurs de l'aide sociale à l'enfance, qui sont donc à l'intersection de plein de vulnérabilités et de discriminations, des mineurs en situation de précarité et beaucoup aussi de mineurs qui ont subi de la violence sexuelle antérieurement à la prostitution. Et cet inceste, ces violences sexuelles commises par des adultes à leur égard, elle va avoir pour effet de créer un terreau fertile à la prostitution, les limites un peu corporelles de compréhension de son corps, il va y avoir une confusion entre ce que peut être l'amour et la violence également, tout un terreau qui va créer en fait une voie, si je puis dire, vers la prostitution. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a des témoignages qu'on retrouve dans la presse où des jeunes filles mineures donc, qui sont exploitées disent « mais moi je le fais par amour, je le fais par amour pour celui qui m'exploite, mais non, vous ne comprenez pas, c'est de l'amour ». Je suppose que vous devez avoir un travail à la fois passionnant et très frustrant d'information et de pouvoir déconstruire des schémas que ces jeunes femmes ont dans la tête. Exactement. Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes d'emprise et de domination qui se mettent en place sur ces mineurs qui sont vulnérables par des hommes proxénètes qui vont les manipuler et qui vont utiliser la stratégie de l'agresseur, une stratégie qui repose en fait sur plusieurs piliers. C'est des personnes qui vont d'abord isoler les victimes, qui vont ensuite les humilier, qui vont les dévaloriser, qui vont ensuite les terroriser et assurer leur impunité derrière, tout en inversant toujours la culpabilité. Donc il y a vraiment des mécanismes d'emprise et de domination qui se mettent en place entre le proxénète et les victimes en situation de prostitution. Le proxénète, ça peut être aussi un petit ami, un camarade de classe qu'elle rencontre au lycée, qui va d'abord les séduire, leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, pour ensuite mieux les briser et les exploiter dans ce système de la prostitution violente. On parle même, et le mot je trouve est fort, d'ubérisation sexuelle. Et là, on a l'image tout de suite avec ubérisation d'une appli, d'un téléphone. Je veux une mineure maintenant et je l'achète maintenant. Est-ce que c'est ça qui se passe ? Tout à fait. C'est dramatique, mais c'est comme ça. On est dans un pays où, malgré l'illégalité absolue des sites qui hébergent des annonces, des offres, dites des offres entre guillemets, d'escorte et autres termes, des annonces de tout âge, toutes les origines géographiques, sur tous les lieux de la France et à l'étranger. Et il suffit de taper « cherche escorte », machin. Bon. Elles n'ont jamais moins de 18 ans sur les annonces. Soyons clairs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 82% de l'exploitation sexuelle, ou 84%, est en ce qu'on appelle logé. C'est-à-dire que les personnes sont en hôtel ou location de courte durée, si vous voyez ce que je veux dire, et passent par des annonces sur Internet. Donc, quand on parle d'ubérisation, c'est l'ubérisation complète du système d'exploitation. Le recrutement. Ça peut se faire par Internet, ça peut se faire évidemment en réel avec des proches, le petit ami, mais aussi la copine qui propose des plans sous. Mais donc, en gros, il y a des proxénètes qui vont sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur Snap, et qui recrutent des jeunes filles comme ça. Tout à fait, qui recrutent. Et comme on a tendance, alors peut-être plus les jeunes, à exhiber sa vie et donc ses vulnérabilités et qui on est ou surtout qui on n'est pas en creux, c'est extrêmement facile à repérer pour ces fameux proxénètes. Donc l'approche par Internet, ensuite la mise en contact avec les acheteurs par des petites annonces sur Internet où les personnes sont décrites comme des marchandises, qu'on soit bien d'accord, avec l'origine géographique, la couleur de peau, les qualités soi-disant associées à des origines donc purement racistes et des mensurations, tout ce que vous voulez. Et ensuite, surtout les commentaires des clients. Donc on est vraiment dans le mode Uber, je note le livreur. Donc vraiment, il faut le voir pour le croire, tellement c'est une violence inouïe. Donc j'insiste, les annonces ne vont jamais en deçà de 18 ans, mais on sait très bien que sur la tranche 18-25 ans, on a forte probabilité d'avoir des mineurs. Ensuite, le process, il continue, c'est-à-dire que les jeunes sont exploités par des proxénètes, cette mise en contact avec les acheteurs, elles sont aussi transportées, alors location du lieu par Internet,
On va préférer des hôtels sans accueil, forcément, c'est plus simple, c'est plus discret pour les acheteurs. Donc vous voyez le type d'hôtel où il n'y a pas d'accueil physique et des locations de courte durée où là, de plus en plus, pareil, personne ne vous voit rentrer, sortir. Donc là, on est vraiment aussi dans cette dématérialisation. Ensuite, elles sont transportées. Donc c'est la SNCF pour parler de la principale. Voilà, parce qu'elles ont des sex-tours. Donc leurs exploiteurs les transportent d'une ville à l'autre. Et vous le voyez sur l'offre. Je suis à Paris telle date à telle date, à Rennes de telle date à telle date, à Bordeaux. Voilà. Donc vous avez le sex-tour qui s'opère. Pareil, billets achetés en ligne, les taxis. Ouais. Pour pas dire les VTC. Ensuite, les clients vont jusqu'à payer directement par voie électronique, voire Bitcoin et autres super-monnaies. Et enfin, il peut y avoir une emprise, un contrôle coercitif des victimes par leurs exploiteurs via des trackers, géolocalisation, donc on sait exactement où elles sont. Elles ne peuvent pas se balader comme ça. La seule chose qui reste évidemment en réel, c'est l'acte sexuel. Ouais. Un acte sexuel qui n'est que pour l'acheteur, on l'imagine bien, pas pour la personne exploitée. Mais Emma, là, ce qu'on est en train de décrire, c'est qu'il y a aussi une énorme responsabilité sur les GAFAM, les réseaux sociaux, les plateformes, tout ça qui est mis en plus avec les fameux mimes et comptes OnlyFans, qui sont donc des comptes sur lesquels des femmes ou des hommes peuvent s'exhiber versus de l'argent. Et finalement, on a l'impression que personne ne contrôle rien et que tout va bien. Exactement, c'est le constat qu'on fait. L'espace Internet est de plus en plus dérégulé. Cette dérégulation, elle profite aux agresseurs, elle profite aux auteurs de violences sexistes et sexuelles, dont la prostitution. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Snapchat, il y a une vraie banalisation de la prostitution, voire une glamourisation de la prostitution. On a aujourd'hui des influenceuses qui promeuvent la prostitution comme un travail. Et donc, si c'est un travail, la prostitution, c'est quelque chose qui est parfaitement normal. C'est en réalité un euphémisme lorsqu'on parle de travail du sexe, et un gros euphémisme parce que ça masque toute la violence qu'est la prostitution. Non, mais surtout, donc, vous me dites qu'il n'y a pas de modération. C'est-à-dire que cette vidéo qui sort en disant la prostitution, c'est super cool, personne, chez TikTok, Instagram, peu importe, ne bannit cette personne. Il n'y a pas de donc modération. Là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme enjeu sur la modération des plateformes, mais sur aussi fermer les plateformes qui ont en fait un business model qui est fondé sur le proxénétisme. Si on parle d'OnlyFans, de mimes, etc., certes, ce sont des femmes qui vendent des annonces avec des photos dénudées, etc. Mais le bout de l'acte, c'est quand même l'acte sexuel à la fin. Et c'est là qu'il y a un réel enjeu. Sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune modération. On voit bien aujourd'hui que les contenus qui sont les plus regardés, les plus valorisés dans les algorithmes, c'est toujours des contenus où les femmes sont hyper sexualisées, avec un corollaire viriliste pour les hommes, où ce sont des hommes hyper masculinisés. Et là encore, lorsqu'il y a une promotion de la prostitution, il n'y a aucune modération. Mais je suppose que toutes les deux, dans votre quotidien, vous devez être très active pour parler à ces gens d'Internet, ces plateformes, pour leur dire, mais à un moment donné, il faut peut-être faire quelque chose. Je suppose qu'ils ne vous entendent pas, ou est-ce que peut-être vous n'arrivez pas à les capter ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment, c'est plus aux associations d'agir, hein. C'est à l'État. Hein. On est sur la protection des mineurs, qui relève de la responsabilité de l'État, qu'elle délègue aux conseils départementaux. Donc, j'ai envie de dire, à chacun ses responsabilités. Et là, elle est grave, parce qu'il s'agit de notre avenir, c'est-à-dire les jeunes. Et les parents, quand ils sont présents et qui ont encore les moyens d'agir, sont complètement démunis. L'éducation nationale en difficulté, la protection de l'enfance très en difficulté. On l'a vu d'ailleurs avec la commission La Civise, qui a été démantelée, il y a eu des problèmes de gouvernance, alors on n'a pas su trop, là ça revient. Et quand on sait que 160 000 gamins subissent des violences sexuelles chaque année, on se doute bien que ça crée quand même derrière des psychotraumas qui fragilisent les enfants, dont la plupart sont sans suite, à part quelques petits effets de manche de temps en temps sur des petites, ce que j'appelle moi des petites affaires qui prennent beaucoup de place. Mais grosso modo, les enfants aujourd'hui ne sont pas protégés en matière de violence sexuelle. Or, ça crée des enfants en vulnérabilité et demain, plus facilement,
exploités là par la prostitution, mais demain pour autre chose, ça va être des conduites addictives, ça va être des conduites à risque en général, donc des enfants beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus faciles à exploiter. Mais vraiment, j'insiste, qui sont ces hommes ? Qui sont ces hommes droit dans les yeux, qui peuvent acheter le corps d'enfant? Parce que clairement, ils ne recherchent pas le corps d'une femme de 50 ans. Ouais. Ils cherchent le corps d'une gamine. Et quand ils passent devant les tribunaux, ils ont le culot de dire qu'ils ne s'étaient pas rendus compte, ni sur l'annonce, ni en présentiel, de l'âge de l'enfant. Alors, se pose la question, du coup, de la fermeté des jugements contre ces gens qu'on peut tracer en plus. Maintenant, c'est assez facile de savoir où se trouvent ce que vous appelez les acheteurs. Est-ce qu'ils sont assez fermement punis ? Ils ne le sont pas assez, en tout cas en quantité. Quand on voit qu'il y a 10 à 15 000 mineurs en situation de prostitution, c'est un chiffre qui est difficile à quantifier. On n'a pas arrêté encore 1000, c'est ça. 10 000, on l'aurait vu partout dans les médias. Ouais. Et on est encore très loin du compte. C'est un phénomène qui existe et qui a toujours existé. Aujourd'hui, il est de plus en plus mis en lumière, mais c'est capital de pénaliser les acheteurs de sexe pédocriminels des mineurs en situation de prostitution. Aujourd'hui, vous avez des exemples de peines qui ont été prononcées. Est-ce que c'est de la prison ferme, c'est du sursis, c'est des amendes? Alors j'insisterai sur le fait. Bon, alors déjà pour mineurs, c'est plus une simple amende, mais juste les amendes. C'est moins de 10 000 hommes qui ont été verbalisés depuis le début de la loi de 2016. Donc, c'est très peu. Quand on sait qu'il y a à peu près 40 000 victimes majeures, 10 à 15 000 mineurs, il faut vraiment, vraiment ne pas avoir de chance pour être poursuivi. Vraiment pas. Ensuite, aggravé quand il s'agit notamment de mineurs, et puis moins de 15 ans. Je rappelle, l'achat d'actes sexuels auprès d'une mineure de 15 ans, c'est une qualification de viol. Non, aujourd'hui, il y a une sous-condamnation. Et là, j'ai un extrait d'une condamnation. Alors, je ne vais pas dire exactement l'endroit. 5 clients, exploitation d'une mineure de 12 ans. Donc 12 ans. Sauf être totalement aveugle ou totalement je ne sais pas quoi. Oui, on voit qu'elle a 12 ans. 12 ans, elle a 12 ans. Donc elle avait en plus 3 proxénètes, 18, 19, 20 ans. Donc on voit des jeunes hommes. Et elle avait donc 6 clients étaient poursuivis. Je tiens quand même à le dire, parmi les clients, un expert comptable et commissaire aux comptes, un diplômé d'HEC, un technicien en sécurisation des entreprises, un community manager, un ambulancier. Donc plutôt des gens éduqués. À la base, c'est ce que vous voulez dire. Donc voilà, donc le stéréotype que c'est le pauvre monsieur non, c'est monsieur tout le monde, voire éduqué. Et donc il parle de trous de mémoire pour certains dans leur défense quand même, à poser. Et certains s'étaient demandé quand même si elle était majeure, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et pour leur défense, toute leur défense a été axée sur le manque de luminosité dans la pièce, qui les empêchait de se rendre compte qu'elle était mineure. Ce qui fait que toute l'audience a porté sur la luminosité, ce que peut voir un homme, parce qu'apparemment ils sont plus aveugles que les femmes. Voilà. Et donc ils n'ont eu comme condamnation que... qu'est-ce qu'ils ont eu comme condamnation? Très très peu. Ils ont eu de la prison ferme. Ah, il y a quand même de la prison ferme. Je n'ai plus... je ne trouve plus. Bon, vous 18 mois, dont 12 avec sursis. Et un autre 6 mois de prison ferme. Donc 18 mois, 12 avec sursis, oui, ça fait 6 mois ferme. 6 mois ferme. Donc, absolument rien, alors que le président du tribunal, Dixit, l'apparence physique de la victime ne laissait aucun doute sur son état de minorité. Et pourtant, 5 clients seulement sur 6 ont été condamnés. Un a été relaxé au bénéfice du doute. Et je vous dis, les autres, 6 mois ferme seulement. Ouais. Donc, quand il y a un niveau d'impunité de cet ordre, quand il n'y a que 53 réseaux de proxénétisme, de traite des êtres humains démantelés en 2023, mineurs comme majeurs, quand il y a ce système total d'impunité, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, c'est la question que j'aimerais vous poser, Emma, parce que malheureusement, notre interview touche déjà à sa fin. C'est une question un peu bête, un peu vaine aussi peut-être, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Encore mieux, encore plus pour juguler tout ce problème-là ?
Moi, je pense qu'il y a une combinaison d'actions qui doivent être menées. Donc, l'État doit mettre en place plus de pénalisation. Donc, le volet répressif des lois qui sont en place pour pénaliser proxénètes, acheteurs d'actes sexuels, pédocriminels. Mais il faut aussi faire de la prévention dans les milieux scolaires, prévenir sur le fait que la sexualité, elle ne doit pas être marchande. La sexualité, ça doit être une fête, ça doit être libéré, ça doit être consenti, désiré. Ça ne doit pas être quelque chose qui s'achète. Il ne doit pas y avoir introduction d'argent dans la sexualité. Et le mouvement d'UNI fait beaucoup, notamment d'actions de prévention. On a pu sensibiliser 19 000 jeunes collégiens, lycéens, lycéennes en milieu scolaire. Et on a différentes brochures, dont des guides qui sortent sur la prostitution des mineurs, sur comment accompagner les parents, les proches de personnes qui sont en situation de prostitution. Et un de nos derniers outils, qui est aussi très ludique et très populaire en ce moment auprès des jeunes, c'est « Y'a quoi dans ma banane ?», qui est un outil qui permet aux jeunes de déceler, détecter la violence, l'emprise dans les situations, les relations affectives et amoureuses, de manière assez ludique, avec plusieurs instruments qui parlent à ces jeunes, car cet outil a été construit avec eux. Donc c'est très important de sensibiliser aussi le plus grand nombre. Merci beaucoup, merci infiniment à toutes les deux. Emma Siby, militante féministe, juriste spécialisée en droit international et droits humains, et donc porte-parole du mouvement l'UNI, et Delphine Jarraud, déléguée générale de l'Amicale d'UNI. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce sujet évidemment central. Une pause, on se retrouve tout de suite. Merci à vous. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce que il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation pour vous présenter un événement pensé pour les enseignants débutants. Véritable coup de pouce pour bien démarrer dans le métier en mêlant inspiration, formation et témoignages de pairs. Ça se passe le 2 juillet à Paris. Ça s'appelle Prof en scène. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Corbel, qui est directrice de la communication et des partenariats chez le réseau Canopé. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Bel événement. Bel événement, mais surtout événement utile. C'est-à-dire que vous avez senti à un moment donné quand même que ces jeunes enseignants qui arrivent dans le métier, il fallait les accompagner un tout petit peu, ce que ne fait peut-être pas assez l'éducation nationale.
Alors, tout à fait. Alors, si vous me permettez, avant de rentrer dans la présentation de Prof en scène, peut-être de représenter ce qu'est Réseau Canopé. Oui. Donc, c'est un opérateur national qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et qui a pour mission la formation continue tout au long de la vie des enseignants. Donc on a une mission évidemment nationale avec un maillage territorial assez fin puisque nous avons 101 ateliers Canopé répartis partout en France, également dans les territoires ultramarins. Donc voilà, mission de proximité forcément. Nous formons sur des thématiques dites transversales pour répondre aux enjeux de l'école d'aujourd'hui. Alors dans ces thématiques, on pourra citer l'inclusion. Dans toutes ces dimensions, comment on forme les enseignants pour accompagner les élèves en situation de handicap, par exemple, les élèves à besoins éducatifs particuliers également, les valeurs de la République, la laïcité. On entend beaucoup parler également de l'égalité filles-garçons, avec tous les biais de genre qui peuvent être portés, la lutte contre le harcèlement, bien évidemment, le bien-être à l'école généralement. Et puis également le numérique éducatif. Il y a des questions vives, notamment autour des questions de l'IA dans l'éducation. Il y avait une grande journée nationale d'ailleurs hier qui se passait à Lyon autour de ces questions. Et alors cet événement, d'où vient-il? À quel moment il a germé dans votre esprit? Alors, simplement avec la conviction que l'école change, que la formation a besoin également de changer et qu'on a besoin de dédier une offre toute particulière pour les nouveaux enseignants, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Voilà, néo-enseignants, on a besoin de leur proposer une formation solide, de qualité et avec différentes modalités. Donc en hybride, par exemple, nous avons développé une plateforme, premier pas dans le métier d'enseignant, où on va retrouver des webinaires, on va retrouver des conférences, des dossiers thématiques qui sont classés par niveau d'enseignement et également la possibilité d'échanger sur des guichets ouverts. Et c'est à ce moment-là, en gros, que vous avez senti et compris que ces jeunes enseignants avaient un réel besoin d'accompagnement, qui se sentaient peut-être un peu lâchés au milieu de la meute, entre guillemets, en leur disant « bon, bah, maintenant vous êtes formés, allez-y », mais ils avaient besoin peut-être d'échanger un peu plus. Exactement, c'est ce qui ressort en tout cas dans les enquêtes qu'on a pu mener également, ce besoin d'échanger entre pairs, de laisser la parole s'exprimer sur le métier. De partager les galères aussi un peu, et en tout cas les incertitudes ou les peurs. C'est un partage de réussite aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être aussi de questionnement, de doute. Et là, la parole qui est positionnée en direct autour des enseignants qui prennent la parole, parce que c'est eux qui sont effectivement sur scène, c'est tout à fait inédit. Et cette deuxième édition nous prouve que nous sommes dans le bon format, parce qu'effectivement, nous avons rencontré, dès la mise en ligne des inscriptions, 4 jours après, on a fait carton plein, puisque la jauge était déjà remplie. Ouais. Il y a, donc, on l'a vu, 300 inscrits en quelques jours, là, c'est quasiment fini. Donc, bon, malheureusement, chers amis, si vous voulez y participer, essayez de voir quand même. On ne sait jamais, s'il y a un désistement, il y a peut-être une petite place qui peut se... Alors, il y a une liste d'attente qui est possible. Alors, bon, mettez-vous sur la liste d'attente parce que le contenu de cet événement est très intéressant et j'aimerais que vous puissiez nous le détailler. Alors, le contenu, c'est effectivement 6 enseignants qui prennent la lumière sur scène. On leur donne la parole. Donc, ils racontent leur première fois. Ils partagent leur vécu professionnel, voilà, leur réussite et leurs doutes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils deviennent, en fait, les ambassadeurs, encore plus que sur le reste du temps, pendant cette journée. Donc, ce sont les auteurs, mais aussi les narrateurs. Donc nous avons 6 enseignants, alors qui sont issus de milieux très différents, en tout cas premier degré, second degré. On a un enseignant également en collège, en voie professionnelle, une CPE. Et ils se partagent un temps de parole, un peu sur le modèle des TEDx. Des TEDx, oui, voilà. Et puis donc aussi sur des thématiques différentes. Parce qu'il me semble qu'il y en a un qui parle plutôt du cerveau, d'autres qui sont sur d'autres thématiques. Alors ça, on a aussi la chance d'être accompagné par 2 conférences, donc le matin et l'après-midi, entre les temps de parole des enseignants. Parler du cerveau, je pense que ça fait peut-être écho à Mathieu Cassotti.
qui est enseignant-chercheur à l'Université Paris-Descartes. Et nous avons également Frédéric Wessler qui pourra intervenir, qui est une inspectrice générale de l'éducation nationale, sur la lutte contre le décrochage scolaire. Donc comment on devient ou comment on est un prof accroché pour accrocher. Comment vous avez justement casté cette belle équipe, parce qu'il faut que chacun soit très particulier en même temps complémentaire? Tout à fait. Alors, on a malgré tout à Réseau Canopé un vivier d'enseignants, de talents, même si on a posé un message simplement dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, savoir si des enseignants souhaitaient s'exprimer. Puis nous avions également, lors de la première édition, gardé des contacts avec des enseignants qui prenaient les classes pour la première fois sur la rentrée de septembre. Et qui, je dois dire, étaient très volontaires pour prendre la parole auprès de leur pairs, même si c'est pour un exercice un peu particulier. C'est pas une classe d'élèves, c'est effectivement des jeunes enseignants. Donc les participants dans les profils, donc c'est plus de 300 participants, vous l'avez dit. On a une grande majorité de néo-titulaires, de contractuels qui sont en reconversion. On a aussi quelques étudiants qui se destinent au métier de l'enseignement, mais on a aussi des profs expérimentés qui sont avides de pouvoir partager leur expérience, mais d'avoir un retour, une espèce de réflexion, aussi de prise de hauteur sur le métier d'enseignant qui est quand même assez fondamental dans nos sociétés. Et l'important, je suppose, en tout cas pour vous, c'est d'être très concret, d'être très pratique, de sortir un petit peu de la théorie de l'éducation et de rentrer dans le quotidien de ces enfants, et notamment, vous le dites très bien, avec ces personnalités plus expérimentées qui viennent néanmoins chercher un petit peu plus de lumière sur ce qu'ils font. Oui, complètement. C'est un temps, on va dire, où l'on on raconte le métier avec cette prise de hauteur, où s'invite, je dois dire, en tout cas, je fais référence à la première édition et j'ai pas de doute sur cette deuxième édition, où s'invite beaucoup l'émotion, la sincérité et le plaisir de transmettre. C'est vraiment ce qui transpire chez nos enseignants témoins. Et puis, peut-être aussi, pour Réseau Canopé, alors je vais oser le terme, c'est presque un acte politique aussi au sens noble du terme. On sait qu'il y a une perte d'attractivité au niveau du métier d'enseignant. C'est aussi rappeler tout ce qu'un enseignant doit porter. C'est pas seulement un transmetteur de connaissances, mais il forme les enseignants, les enseignants, ils forment, oui, forcément, ils peuvent former de futurs enseignants, mais surtout les citoyens de demain. Ouais. Je me mets à la place de certains enseignants qui nous regardent en région et qui se disent, comme par hasard, ça se passe toujours à Paris. Et nous, je suppose que, vu le succès de cet événement, vous allez s'aimer un petit peu partout. Alors, on réfléchit effectivement à la prochaine édition, simplement Paris parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça a une portée évidemment nationale, mais on se dit que vu l'engouement que rencontre cette deuxième édition, on pourra l'étirer certainement sur d'autres villes en France. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle que ça se passe le 2 juillet prochain dans le 15e arrondissement à Paris. Ça s'appelle Prof en scène. Il n'y a plus de place, très clairement, mais il y a une liste d'attente. Ça, c'est la bonne nouvelle. On n'est pas à l'abri, effectivement, d'un désistement de dernière minute. Donc voilà. Ou au pire, rapprochez-vous du Réseau Canopé qui pourra vous aiguiller et pourquoi pas l'année prochaine, donc en région. Merci Sandrine Corbel. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication et des partenariats auprès donc du Réseau Canopé. Merci. Tout de suite, on retrouve Shirley Adélaïde pour sa chronique. C'est Nicolas qui paie. Vous avez peut-être entendu cette phrase sur les réseaux sociaux, beaucoup ces derniers jours également dans la bouche d'hommes et de femmes politiques. Mais qui est Nicolas? Il paie quoi exactement? La réponse évidemment avec vous, Shirley. Et oui, le voici. Nicolas, c'est un jeune actif français. Il a la trentaine et il paye trop d'impôts dans son viseur, ceux à qui profitent ces impôts, à savoir les retraités et les bénéficiaires d'aide sociale. Il se sent victime d'une injustice sociale immense, hein, Nicolas, raison pour laquelle il a l'air au bout de sa vie. C'est pas une vraie personne, c'est un
un archétype qui est censé représenter une partie de la population, un archétype devenu un mème sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit. Alors à partir de quel moment précisément? Difficile de le déterminer avec exactitude. On sait néanmoins qu'un post, il y a 5 ans, a été publié sur X avec une infographie comme ça, qui fait apparaître un contrat social entre ce Nicolas d'un côté et les retraités, les immigrés, l'Afrique via les aides au développement de l'autre. Depuis, l'expression s'est largement répandue sur les réseaux sociaux. Il existe notamment un compte sur X, Nicolas Quipet, suivi par 40 000 personnes, avec en reprise cette couverture, là, l'infographie qu'on a vue juste à l'instant. Et les relais les plus actifs de ce même, en tout cas ces dernières semaines, c'est la droite et l'extrême droite. Et oui, dernier exemple en date sur les bancs de l'Assemblée nationale, le député Géraud Verny du groupe UDR qui reprend la formule. Écoutez. Sachez qu'hier soir, Éric Ciotti, accompagné par Pierre Gattaz, Amir Reza, Olivier Babot et tant d'autres, ont déroulé un plan de réforme de la fiscalité que nous tenons à votre disposition. Ce plan est très simple, une baisse des dépenses de 220 milliards d'euros, ce qui permet de faire disparaître le déficit et qui permet de rendre aux actifs français 150 milliards d'euros. Je me tiens à votre entière disposition, Madame la Ministre, pour vous détailler ce plan qui nous permettrait juste d'être dans la moyenne européenne en gardant en tête qu'à chaque fois qu'un euro d'argent public est gaspillé, c'est Nicolas qui paye. Actionnaire du média d'extrême droite Frontières, Géraud Verny est par ailleurs un grand admirateur de Javier Milei, le président argentin, grand partisan de la réduction drastique des dépenses publiques. Et on s'en rappelle parce qu'il avait fait toute sa campagne avec une tronçonneuse dans la main pour dire qu'il allait couper dans les dépenses. On a tous l'image en tête, effectivement. Autre illustration, autre exemple de cette instrumentalisation par l'extrême droite de cette expression, Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui réagit à un article du Parisien sur le dépassement du budget des JO. Il écrit dans ce post sur X: ce n'est pas grave, c'est Nicolas qui paie. Alors derrière cette expression, 2 niveaux de lecture. D'abord, un ras-le-bol fiscal que partagent évidemment de nombreux Français, dont vous à la maison. 75% des Français estiment que les impôts sont trop élevés selon un baromètre de la Cour des comptes. Un ressenti qui s'appuie sur une réalité concrète. La France est le pays de l'OCDE avec le plus haut niveau de prélèvement obligatoire. C'est 46% du PIB en 2022. Et donc le deuxième niveau, c'est du racisme en réalité ? Eh bien, autour de la figure fictive, elle aussi, de Karim, qu'on a vu apparaître sur le schéma, sur l'infographie. Karim, ce jeune homme de 25 ans, au chômage, est forcément racialisé. Karim, qu'on retrouve donc sur ce schéma, et à qui profitent les impôts payés par Nicolas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre archétype sur les réseaux sociaux qui est très populaire, ça s'appelle The French Dreamer, en français. Le français qui rêve, quoi, voilà. C'est qui ce French Dreamer? Et puis quel rapprochement on peut faire du coup avec Nicolas? Alors, the French Dreamer, c'est quelqu'un qui vit son French Dream. Qu'est-ce que le French Dream? Parce qu'on connaît l'American Dream, voilà. Mais le French Dream, moi je le connaissais pas. C'est pas pareil, c'est la version low cost. Oui, c'est un peu ça. Pour vous donner une idée, on va admirer la diversité de ce mème qui est né sur le site jeuxvideo.com. Le French Dreamer, c'est l'incarnation du français moyen. Il a un chien, il va chez Lidl et il possède une Renault Scénic. La French Dreameuse, elle vit dans une petite maison avec des enfants qui braillent. Elle possède une Fiat Multipla et regarde des séries Netflix. Est-ce qu'il faut avoir tout le package pour être... Parce que je vais chez Lidl, personnellement. Est-ce que je fais partie du French Dreamer ou il faut vraiment avoir le chien et tout ce qui va avec et les t-shirts pourris? C'est mieux si vous avez tout. D'ailleurs, on parle d'un kit. Le voici. Alors ça, c'est le gros kit du French Dreamer. Partir en camping, manger chez Flunch. Et bien sûr, toucher les allocations chômage, car le Français moyen qui vit son French Dream fait souvent rien. Tout simplement. Dans une société capitaliste où l'on exige mise en scène de soi et réussite, le French Dreamer joue le rôle d'anti-héros. Voilà ce que dit l'anthropologue Fanny Paris, interrogée par le journal du Monde, qui a consacré tout un article sur cet archétype. On a donc d'un côté Nicolas, figure du contribuable méritant, valorisé, de l'autre le French Dreamer, figure du profiteur ordinaire moqué. 2 mondes opposés, 2 archétypes qui ont la cote sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie,
a une fracture qui sépare le récit d'une France méritante et la réalité vécue, on le sait, par des millions de Français. Merci, ça nous a donné quelques exemples. Si vous allez chez Lidl, vous n'êtes pas particulièrement dans le French Dreamer. Voilà, faut avoir vraiment tout le kit complet. Merci beaucoup Shirley. Le meilleur de School TV, ça s'appelle le ZAP. Vous le savez, on prend les meilleurs extraits de toutes les émissions de la chaîne et on vous en donne le best-of. C'est parti. Data Scientist, on vous a reçu il y a quelques semaines par le biais de votre cofondateur, de votre associé. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément regardé l'émission, qu'est-ce que c'est, quelle est votre mission? Très bien. Alors Data Scientist, c'est tout simplement aujourd'hui le leader européen de la formation à la tech. Donc on va intervenir principalement dans la formation des collaborateurs de grands groupes ou des particuliers désireux de se former sur ces métiers-là. Et puis depuis un certain temps, on a également ouvert tout cela à des plus jeunes. Alors on s'adresse minimum à des Bac+2, puisqu'effectivement on n'adresse qu'à des préparations à des niveaux Bac+3 et Bac+5. Merci. Alors c'est vrai que je l'ai dit en introduction, le monde du travail il évolue très vite. Selon vous, à quoi ressemblera le marché de l'emploi dans 5, 10, 15 ans? Quelle projection vous nous faites? Alors, ce qui est certain, c'est que même si à date, on voit tout de même un certain ralentissement, aujourd'hui, on voit tout de même qu'il y a quand même, on va dire, un certain frein ou une certaine baisse du recrutement des jeunes cadres. J'insiste sur les jeunes parce qu'il y a une difficulté quand même d'insertion des jeunes actuellement. Il n'empêche qu'il y a tout un tas d'opportunités aujourd'hui qui est permis grâce aux nouvelles ruptures actuelles. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir quand même de super opportunités à aller chercher. Notamment dans les métiers de la tech, de l'intelligence artificielle, qui sont quand même votre expertise. Bien évidemment. Donc, aujourd'hui, on peut parler déjà avant toute chose des opportunités dans l'IA. L'IA qui aujourd'hui va être un vrai moteur de la croissance mondiale sur les prochaines années. Ça, c'est le premier point. Secondo, ensuite, on va également une réindustrialisation peut-être un peu plus verte qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et donc là, il va y avoir également tout un tas d'opportunités à les capter. Et enfin, bien évidemment, tous les sujets qui sont déjà apparus il y a quelques années autour de la data, autour de la cyber, d'automatisation, qui vont être des sujets captivants. Globalement, on va essayer d'essentialiser un petit peu. Qu'est-ce que la maladie de Crohn et quels en sont les symptômes ? Donc, la maladie de Crohn, c'est une inflammation du tube digestif qui, chez l'enfant, va se manifester par des symptômes un peu différents de chez l'adulte. Chez l'adulte, globalement, c'est une triade douleur abdominale, diarrhée, rectorragie. Chez l'enfant, en fait, il peut y avoir des retards pubertaires, des retards de croissance, une fatigue importante. Évidemment, c'est des maladies qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants sont beaux de l'extérieur, on ne voit pas qu'ils sont malades. Et c'est difficile, en fait, en particulier quand vous parlez de scolarité, de se rendre compte qu'un enfant qui a cette maladie qui entraîne beaucoup de fatigue, en fait, va pouvoir avoir un absentéisme important, des thérapeutiques importants, des hôpitaux de jour. Donc, c'est des maladies, en fait, qui vont mobiliser l'enfant et sa famille au quotidien. Vous disiez qu'on allait forcément parler consentement, c'est aussi un des chapitres du livre, c'est un mot que vous écrivez sur la couverture. Vaste programme, vous parlez de bâtir une culture du consentement, c'est ça aussi le cœur de votre propos, parce que mine de rien, je vous montre le bouquin, tiens, allez, hop, regardez, juste pas que la couve, regarde, montre, voilà. Donc c'est juste pour montrer que c'est un cahier d'activité, c'est bourré de dessins, de quiz, oui, je prends ça, hop, totalement au hasard, mais en fait il y a un propos quand même derrière, qui est un propos construit, ça pourrait presque être un essai. Et sur le consentement, vous dites qu'il n'y a pas de culture du consentement. On part de loin, je pense que l'affaire de Mazan a vraiment révélé au grand public ce qu'en France on était, mais à des années-lumière finalement, d'avoir complètement compris ce qu'est le consentement. La deuxième chose, c'est que intervenant auprès de tout public, je peux vous dire que quand j'interviens sur consentement, prévention des VSS, violences sexistes et sexuelles, quand en début d'amphi, je demande à mes étudiantes s'ils ont été victimes d'un acte intime sexuel non consenti, et qu'à la fin de ma présentation, je refais le même sondage. Je leur dis, à l'aune de tout ce qu'on a vu aujourd'hui... Il y en a 3 fois plus qui lèvent la main. Eh bien, il y en a 2 fois plus. 2 fois plus. Effectivement, donc ça veut dire que la moitié des personnes qui elles-mêmes ont vécu des violences n'ont pas conscience d'être victimes de ces violences. Donc ça dit à quel point, finalement, on est dans une forme de déni. En fait, les personnes ne savent pas réellement ce qu'est le consentement et où s'arrête le consentement et où débute la violence sexuelle. Ce qui est certain, c'est que dans toute rupture en tant que telle, il y a des opportunités à les capter. Alors, quelles sont les armes aujourd'hui on va dire, quelles sont les armes avec lesquelles les jeunes doivent venir pour se préparer effectivement aux prochaines ruptures. Ce qui est certain, c'est, voilà, donc le gouvernement l'a déjà dit, c'est vraiment le niveau en sciences.
Donc les sciences, ça va être quand même le passeport. Le passeport qui va permettre de s'assurer qu'on sera en capacité à venir appréhender des nouvelles notions, à venir réappliquer ces sciences théoriques vers d'autres domaines, et ainsi de suite. Et donc ça, je pense honnêtement qu'il n'y a pas meilleur conseil que, on va dire, de renforcer un maximum son niveau en sciences avant de pouvoir effectivement entrer dans la vie active. Donc vous invitez tous les jeunes, notamment les jeunes filles aussi, à embrasser ces carrières-là, scientifiques, et à leur dire mais les sciences, c'est aussi fait pour vous. C'est clair, c'est clair. Alors après, c'est vrai que le gouvernement, enfin tout le monde a entendu parler de la news il y a à peu près un mois où Elisabeth Borne a dit que actuellement il n'y a que 43%, il me semble, des jeunes filles qui choisissent la spécialité mathématique en terminale et son objectif c'est de passer de 43 à 50. Mais je pense que ça reste tout de même insuffisant comme réponse. Pourquoi? Tout bonnement parce qu'on voit qu'il y a 43% de femmes qui font une spé maths et pour autant on a selon les années entre 25 et 30% seulement des femmes qui choisissent ensuite un métier dans l'ingénierie. Donc, ce qui est évident, c'est que ça va gommer peut-être un peu plus le delta entre les hommes et les femmes. Parce qu'on sait tous qu'il y a un manque criant, on va dire, d'ingénieurs en France, où là, on pourra revenir là-dessus. Mais il n'empêche qu'il faudra proposer ensuite d'autres réponses. Mais bon. Ève Sommier, les plus jeunes malades ont quel âge, Ève? Alors, en fait, on peut être diagnostiqué à tous les âges de la vie. Après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un pic de diagnostic chez les 15-25 ans et qu'il y a quand même de plus en plus de cas chez les tout-petits. Donc, avec des difficultés qui est en fait de vivre toute la vie avec une maladie chronique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sont des maladies en augmentation. Sans doute parce que, et beaucoup de recherches s'y intéressent actuellement, parce que des facteurs environnementaux sont aujourd'hui mis en cause dans le déclenchement, mais aussi dans l'aggravation de la maladie. Des facteurs environnementaux qui peuvent être, par exemple, l'alimentation ultra transformée. On s'intéresse particulièrement à des additifs alimentaires et à des émulsifiants. Ça peut être aussi le tabac, la sédentarité, et puis voilà, un certain nombre de facteurs aussi. Alors, la difficulté, c'est qu'en fait, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Quand on est dans un environnement qui est, par exemple, pollué, c'est compliqué. Après, il y a quand même des facteurs sur lesquels on peut agir, des facteurs sur lesquels on peut agir pour améliorer sa santé et en particulier éviter l'aggravation de l'anémie. Et donc là, ce sont typiquement les facteurs que je vous évoquais, comme l'alimentation, le tabac, pratiquer une activité physique. Là, à l'approche de l'été, c'est un marronnier qui revient régulièrement sur mon compte. Bonjour Charline, je suis en couple depuis quelques semaines avec mon chéri. J'ose pas aller aux toilettes. Nous allons partir en vacances ensemble. Mayday, Mayday, comment je fais pour le caca? Et moi, bêtement, je lui dis, en fait, je sais pas, tu vas aux toilettes. Pour moi, ça n'a jamais été un sujet. Enfin, on boit, on respire, on mange, on dort, on fait caca. Voilà, ça fait. Et voilà. Et en réalité, j'ai découvert que les taux sont hallucinants. Enfin, c'est extrêmement genré. C'est pour ça que je vous lance sur ce sujet. Donc, effectivement, beaucoup. Le taux des femmes, c'est 39% qui attendent que leur partenaire dort pour aller faire caca. Non mais Et voilà pour le Zap. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro du Grand JT de l'Éducation. Merci Shirley. Merci Loïc. On vous retrouve demain. Exactement. Mais pas moi, puisque demain, il y aura Virginie Guillaume qui vous accueillera, évidemment. Virginie qu'on embrasse et qu'on retrouvera avec grand plaisir. À la réalisation, aujourd'hui, Romain Luc. Au son, Saïd Mamou. Au maquillage, Laure Audemont. Et à la rédaction, j'allais dire à la réalisation, mais elles font tout, donc on peut le faire aussi. Laura Girard et Emma Ferret, donc à la rédaction et la préparation de cette émission. Voilà, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Ciao les amis, bonne soirée. Vous avez regardé le Grand JT de l'Éducation avec